Bonsoir, frères et sœurs. Bonjour, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons partager sur le thème la transparence financière dans le couple. Aujourd'hui, nous allons partager sur le thème la transparence financière dans le couple. Alors, la transparence financière dans le couple est un pan d'une propriété essentielle du mariage chrétien qui est la communauté. On va le voir plus tard, les propriétés essentielles du mariage chrétien. Et dans les propriétés essentielles du mariage chrétien, il y a la communauté. Évidemment, la communauté des biens dans le couple. La communauté elle-même prend sa source, n'est-ce pas, du livre de la Genèse au chapitre 2e, du 18e au 25e verset. Et vous connaissez le récit. Je vais voir, c'est la conclusion de ce récit-là. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tous deux ne seront plus qu'un. Et avant cette conclusion, l'écrivain sacré de la Bible nous dit que après avoir créé l'homme, Dieu vit qu'il s'ennuyait. Il ne savait pas quoi faire, il tourmentait. Dieu donc va l'endormir et l'écrivain sacré dit qu'on va enlever une côte de lui sans anesthésie. Le gars dort, on enlève une côte et on va modeler une femme pour lui. Donc lui-même ne sait pas qu'on est en train de modeler la femme. Il ne sait pas qu'on est en train de créer la femme. C'est Dieu qui voit qu'il ne peut pas vivre seul. Et donc, quand le gars se réveille, alors qu'il n'a pas participé à la création, il ne sait même pas comment ça s'est passé. Tout de suite, il s'écrie, « Ah, cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » Et l'écrivain sacré prend le temps de préciser qu'il s'écrit. Donc il est dépassé. Il est dépassé de voir une créature que lui-même définit comme étant l'os de ses os, la chair de sa chair. Alors l'écrivain sacré voudrait par là montrer l'extrême complicité, l'extrême interdépendance entre l'homme et la femme dans le cadre du mariage. Et c'est pour cette raison que l'écrivain sacré donc va conclure en disant, c'est pour cette raison, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour aller s'attacher, attacher à sa femme. Ils ne seront plus qu'un, ils ne sont plus deux. Alors ils sont un.
L'homme quitte spatialement, quitte son père, spatialement, physiquement, moralement, intellectuellement, pour aller, il fait le déplacement. Et l'homme, la femme, évidemment, doit aussi faire le déplacement pour s'attacher au milieu, pour s'attacher, pour former un. Alors, s'ils sont un, ça veut dire qu'ils sont un dans la communauté, bien que chacun garde son individualité, parce que le premier récit de la création nous montre que Dieu les créa hommes et femmes. Chacun a son image. Le premier récit de la création, dans le premier chapitre de la Genèse. Donc, bien que la femme garde sa personnalité et son individualité, bien que l'homme garde son individualité et sa personnalité, tous les deux créés à l'image de Dieu, donc ils sont égaux sur le plan de la dignité humaine devant Dieu, et ils sont semblables tous les deux à Dieu. Sauf que ici, dans le deuxième récit, l'écrivain sacré montre l'interdépendance entre les deux. C'est pourquoi ils doivent être un. D'où donc la propriété de la communauté qui conduit à la communauté de biens, à la communauté des meubles, à la communauté de tout, et à la communauté financière. Ça, c'était pour marquer le décor. Maintenant, la transparence financière, pour qu'un couple dise qu'elle est transparente, ou alors qu'il est transparent, pour que les conjoints disent qu'ils sont transparents, de mon point de vue, il y a 4 piliers principaux. Premier pilier, les deux conjoints doivent avoir la connaissance de leurs revenus, l'un et l'autre, avec les preuves. C'est-à-dire que si moi, j'ai mon salaire, je dois venir avec mon bulletin de paye pour montrer à ma femme que voici ce que je gagne. De tous les revenus. Je parle bien de tous les revenus, c'est-à-dire les frais de mission, les pourboires, les pourboires, hein, dans le sens, pas dans le sens péjoratif, hein, pas dans le sens de la corruption. Je veux dire, le pourboire, c'est admis en profession. Ok? Quand vous avez fait une commission, quand vous avez fait un travail bien précis, on peut vous donner un pourboire. Dans certains pays, le pourboire est obligatoire dans les restaurants. Quand vous mangez, on peut vous donner le pourboire. Et quand vous mangez, vous pouvez laisser le pourboire de l'ordre de 15%, de façon obligatoire. Donc, le pourboire, il ne faut pas le voir dans le sens péjoratif. Donc, les pourboires, les frais de mission, les bonus, les 13e mois, les gratifications, tout ce qui est comme revenu, les activités extra professionnelles, si vous avez des maisons en location, si vous avez des business, tout ça, ce sont des revenus, ils doivent être connus. Et pour la femme et pour l'homme. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, les deux conjoints doivent faire le budget familial ensemble de façon contradictoire. Il ne s'agit pas pour quelqu'un de rédiger les dépenses de la famille et de déposer sur la table parce qu'il est plus fort ou bien parce qu'elle est plus forte. Non, il s'agit de le faire ensemble et d'une famille à une autre, les budgets diffèrent. Le troisième pilier pour la transparence financière, c'est la mobilisation par chacun des conjoints de ce budget qu'on a défini. C'est-à-dire quoi la mobilisation?
C'est-à-dire que si nous avons, si nous avons convenu que, bon, voilà, nous allons acheter, payer le loyer, payer l'électricité, payer le gaz, faire des courses, faire ceci, chaque conjoint doit être capable de pouvoir le faire. Parce que quand vous établissez le budget familial, en même temps aussi vous définissez d'où viendra de l'argent. Ça peut venir du salaire de l'homme ou du salaire de la femme. Et donc chacun, même si le financement est dans le compte de l'homme, la femme doit être capable de le mobiliser. Si le financement est dans le compte de la femme, l'homme est capable de le mobiliser. Et le quatrième pilier, mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, le quatrième pilier est le plein pouvoir que chaque conjoint donne à l'autre dans son ou ses comptes bancaires. Je dis bien, le quatrième pilier, c'est le plein pouvoir que chaque conjoint donne à l'autre, n'est-ce pas, dans son compte. Je me reprends, parce que c'est le décor. Les 4 piliers pour dire que mon couple est transparent. 1. La connaissance des revenus des conjoints par les deux, avec les preuves, bulletin de paye, bon de paiement, tout ce que vous voulez. Le budget familial fait de façon conjointe, de façon contradictoire. La mobilisation ou alors les dépenses de ce budget-là, indépendamment de là où cet argent est logé. Enfin, chaque conjoint doit donner les pleins pouvoirs à l'autre dans ses comptes bancaires, que ce soit les comptes numériques, Orange Money, Mobile Money ou tous les autres moyens financiers numériques que vous pouvez avoir. Voilà les 4 piliers pour dire qu'on est transparent dans le couple. Alors, la connaissance des revenus, je viens donc dans les détails. La connaissance des revenus. Les deux conjoints doivent respectivement connaître les revenus de chacun, avec preuve à l'appui, salaire, bonus, 13e mois, frais de mission, gratification, etc. Commission. Le budget familial, il doit être établi contradictoirement, c'est-à-dire à deux. Il est fortement conseillé de faire ce budget familial dans un cahier ou dans un registre. Nous le faisons dans un registre. Nous pouvons, mon épouse et moi, n'est-ce pas, savoir ce que nous avons dépensé il y a 10 ans, ce que nous avons fait il y a 20 ans, ce que nous avons fait il y a 30 ans, parce que nous avons des registres où nous mentionnons chaque mois le budget familial. Je disais donc que le budget familial, il doit se faire dans un cahier pour permettre plus tard, n'est-ce pas, de voir les réalisations et de s'en inspirer. Si on veut dupliquer une dépense qu'on a faite il y a 10 ans, il suffit d'ouvrir le cahier et de voir. Et d'avoir le registre aussi, c'est de pouvoir interroger le budget à mi-parcours ou en fin d'année. Il y a donc la mobilisation du budget. Chaque conjoint doit être capable de mobiliser le budget ou d'en dégager les dépenses collégiales décidées, quel que soit le lieu de localisation du financement. Les pleins pouvoirs maintenant, comme je l'ai dit plus haut, chaque conjoint doit avoir les pleins pouvoirs de signature dans tous les comptes de l'autre. Donner les pleins pouvoirs à son conjoint ou à sa conjointe est d'abord un acte de sécurité personnelle pour celui qui donne.
Parce que en cas d'invalidité subite ou incapacité fonctionnelle, l'autre conjoint peut sauver la vie de celui qui a donné le pouvoir en allant prendre de l'argent dans le compte de l'autre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Si vous donnez, si moi je donne le pouvoir de signature dans mon ou mes comptes bancaires à mon épouse, c'est d'abord moi qui suis bénéficiaire de cet acte-là, parce qu'il peut m'arriver d'être malade, d'être invalide, d'être incapable d'aller prendre de l'argent, je vais mourir. Puisque ma femme n'a pas de plein pouvoir, elle ne peut pas débloquer de l'argent, voilà que j'aurai de l'argent parce que je n'ai pas donné le plein pouvoir à mon épouse. Je vais avoir un AVC, je vais avoir un malaise quelconque, je vais avoir un blackout et je vais mourir. Et la famille va être secouée. Il est évident que même si vous mourrez, si vous n'avez pas donné le plein pouvoir, de par le code civil qui organise le mariage, votre femme aura, n'est-ce pas à l'héritage. Mais ça va prendre du temps. Mais entre-temps, vous serez mort. Mais il ne faut pas y arriver. Les couples qui mettent, les couples qui mettent de l'huile dans leur lampe restent éveillés et pensent que nul ne connaît l'heure, nul ne connaît le jour. Et c'est pour cette raison que on doit rester en faisant d'abord confiance, en donnant le plein pouvoir pour aider le couple, pour que si vous tombez malade, que l'autre puisse conduire la famille. Alors, dans la transparence financière, les conjoints doivent être justes, surtout dans l'élaboration du budget familial. Les conjoints doivent être justes et pleins d'amour. Et aussi, le conjoint qui se montre indélicat dans la gestion doit se voir retirer la signature ou la gestion financière de la famille. Ça doit être par amour. Nous n'avons pas tous les mêmes aptitudes dans un couple. L'homme peut être plus dépensier ou la femme peut être plus dépensière. Ah, donc la personne, par amour, qui sait qu'elle est plus dépensière, peut, n'est-ce pas, dire à l'autre de l'aider en lui retirant la signature. Si on vous retire la signature dans un compte, je dis n'importe quoi, un homme qui a le pouvoir de signature dans le compte de sa femme. En complément donc de la vidéo, je disais tantôt que, par exemple, vous faites le budget familial en couple et vous dites au conjoint, c'est-à-dire à monsieur, bon voilà, voilà, en revenant, tu nous prends de l'argent à la banque ou bien tu fais une course de 100 000 francs. Alors, l'homme fait une course de 150 000 à l'insu de la femme. De façon récurrente, à chaque moment, il dépasse le budget. Et un jour, quand la femme fait les comptes, l'historique, les relevés de compte, réalise que le budget qui avait été établi, à chaque moment, l'homme est en dépassement. Alors, la femme doit exposer le sujet en termes de dialogue et la conclusion serait quoi? C'est que on reprend la carte bancaire à l'homme ou on lui retire la signature parce qu'il est indélicat. C'est simple, c'est par amour et c'est pas justice. C'est pareil pour une femme qui, à chaque moment qu'elle doit faire les courses de la famille, elle préfère faire une course plus une robe, plus une chaussure qui n'a pas été prévue dans le budget. Alors, si c'est récurrent, de façon juste, l'homme doit lui retirer
elle-même doit proposer qu'on lui retire la signature. Un autre exemple, vous devez faire un projet commun. Construire la maison. Et vous vous rendez compte que l'homme est indélicat dans les dépenses. C'est-à-dire qu'une maison qui aurait pu coûter 10 millions, il va la faire coûter 15 millions parce que, bon, mais voilà, il donne, il ne sait pas discuter, ou même il sait discuter, mais il fait des dépenses futiles. De façon juste et par amour, il doit pouvoir céder la gestion de cette opération à son épouse. Vice-versa. En fait, la transparence financière doit permettre aux conjoints de consolider leurs dépenses, d'être plus heureux, d'être plus harmonieux et d'éviter surtout que l'argent de la famille soit utilisé pour des fins autres que celles de la famille. Je prends des exemples. Quand il n'y a pas de transparence dans une famille, qu'est-ce que l'homme est tenté de faire? Parce qu'on ne regarde pas ses dépenses. Il peut faire une double vie tranquillement. Il peut être en train de faire des investissements, acheter des terrains, acheter des biens meubles ou immeubles, n'est-ce pas, à l'insu de sa femme. Et en mettant même quelquefois le nom de sa mère, de son père, de ses frères, mais en oubliant que plus tard, son père, sa mère, ses frères peuvent récupérer ses biens à l'insu de sa femme ou de ses enfants en cas de décès. Il en est de même pour une femme qui va se permettre de faire des réalisations dans sa famille, ça arrive très couramment, qui va se permettre de faire des dépenses dans sa famille, à l'insu de son mari, parce qu'il n'y a pas de transparence. Quand il y a donc une certaine croissance, elle va, au lieu de montrer à son mari, elle va prendre cet argent pour faire des investissements dans sa famille d'origine. Et du coup, peut-être quand les enfants sont encore jeunes, on ne sent pas l'ampleur. Mais plus tard, 20 ans après, les investissements que vous avez faits à l'insu de votre femme ou à l'insu de votre mari reviennent à ces personnes, hein, de facto, au détriment de votre femme, au détriment de vos enfants. Et le manque de transparence financière dans le couple peut aussi être à l'origine des dialogues difficiles dans le couple. Et c'est pour cette raison que je vous disais dans l'une de mes vidéos que l'une des fidélités dans le couple, c'est la transparence financière. Et quand un couple est transparent, l'avantage, c'est que il ne peut pas avoir des dépenses futiles. L'homme ne peut pas s'engager à des dépenses qui ne sont pas encadrées. C'est pareil pour la femme. La femme ne peut pas demander une chaussure extravagante alors qu'elle a participé au budget familial. Étant donné que l'investissement familial n'est que la conséquence de l'épargne que la famille aura fait. Alors, si vous n'êtes pas bien soudé en termes de transparence financière, les deux conjoints ne peuvent pas participer à l'effort d'épargne familiale en vue de l'investissement. L'investissement peut être les études des enfants, ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture. Si les deux ne sont pas d'accord sur
les finances. Ils ne peuvent donc pas épargner de façon collégiale. Si les deux ne se connaissent pas les revenus, alors ils ne peuvent pas épargner. La transparence financière, donc, mes amis, mes frères et sœurs, contribue au bien-être de la famille. C'est cela qui permet de faire des budgets de fonctionnement, de faire les budgets d'investissement à court, moyen et long terme. Et pour y arriver à faire ces investissements, il faut que les deux soient soudés, que les deux soient au courant des revenus. Il faut que les deux soient d'accord. Ce n'est que à ce prix que le couple pourrait s'en sortir. Il est possible que dans certaines maisons, les gens ne soient pas heureux, bien qu'ils soient là, quand ils ne sont pas transparents. Ils vivent deux maisons dans une maison. C'est pas ça la transparence financière. Il ne s'agit pas que on dise, bon, ok, tu t'occupes de ci, tu t'occupes de la ménagère. Non, ça connaître les revenus, non, c'est pas la transparence financière. C'est deux maisons dans une maison. La notion de la transparence financière, la notion de la communauté dans le mariage, il s'agit qu'on mette d'abord tout ensemble et qu'on distribue. Voilà, chers amis, voilà, chers frères et sœurs, ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. Comme j'ai dit, vous avez nos contacts, vous avez nos adresses, vous pouvez nous joindre en off pour des questions précises que nous n'aurons pas abordées ici. Je vous remercie.